Depuis maintenant 18 ans se tient le Festival du court-métrage de Fréjus. En plus de la présentation des différents courts-métrages, divers stands sont mis en place dans le hall du Théâtre du Forum, ainsi que des ateliers de découverte du cinéma et de l'audiovisuel. Cette année, pour sa 18e édition, nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs du festival et nous leur avons posé quelques questions. Bonjour Didier Carré-Ferraud. Donc vous êtes membre de l'organisation du Festival du court-métrage de Fréjus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Alors en détail, c'est assez complexe parce que en réalité c'est une préparation qui forcément se fait d'une année sur l'autre. Donc il y a beaucoup de temps de visionnage, de présentation de films. Pour arriver à sélectionner 12 films, il faut en regarder près de 500. Donc c'est un gros travail et ensuite d'organisation avec le jury, les équipes de films qui viennent aussi, puis toutes les projections auxquelles vous pouvez assister aujourd'hui. Et au-delà de ça, ce sont des ateliers en annexe, ce sont des projections également au cinéma Le Vox et des rencontres. D'accord. Donc il y a beaucoup de travail. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents prix que vous allez distribuer aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Il y a tout d'abord, et c'est important, le prix du public. C'est-à-dire que toute la journée, les gens peuvent assister aux projections et en même temps voter pour le film qu'ils ont préféré dans chacune des sélections. Et puis ensuite le prix du jury et le prix de la ville qui sont décernés par le jury de cette 18e édition. D'accord. Et il y a, c'est important, un prix des jeunes aussi, voilà, qui est décerné par des jeunes lycéens et collégiens qui ont visionné les films. Alors pourquoi un festival de court-métrage dans une ville comme Fréjus ? Alors pourquoi le court-métrage ? Parce que le court-métrage, c'est un genre qui est souvent méconnu et qui est essentiel pour des étudiants comme vous qui souhaitez travailler dans le cinéma ou dans l'audiovisuel, parce que c'est la carte de visite qui va permettre aux jeunes réalisateurs de présenter aux producteurs le travail qu'il est en capacité de faire pour ensuite être produit sur un long métrage. Donc c'est très important. C'est cette première étape qu'il faut franchir avec de bons résultats et effectivement, je dirais tout simplement, obtenir un prix. Parce que c'est grâce à ce prix qu'ensuite il se fabrique son CV. Et au-delà de ça, pourquoi Fréjus ? Depuis 18 ans. Parce qu'il y avait tout simplement un manque cinématographique dans le secteur et donc il était essentiel de créer un festival qui au fil des années s'est développé pour arriver à ce point d'orgue que l'on connaît cette année, bien entendu. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, donc on se devait de réussir cette édition et je peux dire d'ores et déjà que c'est une belle réussite. D'accord. Alors quels sont les critères principaux que vous utilisez pour sélectionner les courts-métrages ? Tout public. Il faut que le court-métrage, je dirais, puisse intéresser chacun d'entre nous, c'est-à-dire chacun d'entre vous. Il y a une animation, mais il y a également des films drôles, des films sérieux, des films à thème. Et c'est cet éventail, je veux dire, de la diversité cinématographique de notre époque qui fait qu'on arrive à réaliser un festival avec je veux dire, une diversité dans les projets et dans les films présentés. D'accord. Et à propos des membres du jury, comment composez-vous chaque année le jury ? Alors le but c'est d'avoir des personnes professionnelles issues de différents milieux et avec différents parcours. Ça c'est très important pour nous, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des écrivains scénaristes, nous avons des comédiens, nous avons des techniciens de l'image, techniciens du son, des gens très reconnus dans la profession, qu'on ne connaît pas forcément parce qu'ils travaillent souvent derrière la caméra, mais qui sont essentiels dans la réalisation des films. Donc c'est un petit peu cet éventail. On essaye d'avoir des personnes qui à la fois travaillent devant et derrière la caméra. C'est très important pour nous de mettre en lumière des gens qui souvent travaillent dans l'ombre. D'accord. Et à propos des petits ateliers que vous avez faits, comment est-ce que vous les mettez en place chaque année ? Voilà. Alors toujours destiné aux professionnels ou à un public d'amateurs avertis.
avec, vous l'avez vu, notamment le droit à l'image, le pilotage de drone. Alors le pilotage de drone, c'était destiné à des professionnels de l'image, soit des photographes, soit des vidéastes. Et puis le droit à l'image, c'était un petit peu la même chose, mais c'était un peu plus ouvert, parce que vous avez vu qu'il y avait des gens qui étaient simplement intéressés, puisqu'à la fois, il est essentiel pour le professionnel de savoir ce qu'il a le droit de faire d'une image, et puis ensuite, il y a des gens qui sont intéressés parce que, justement, ils veulent éviter qu'on utilise leur image pour n'importe quel tournage. Bonjour Karine Blanc. Bonjour. Alors vous êtes la réalisatrice du court-métrage Planter les choux. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous raconter un peu l'histoire? Alors, de quoi ça parle, c'est ça? Oui. Tout? Je dévoile tout? Non. C'est un court-métrage. Alors, Sur, le suspense. voilà. Alors, en laissant le suspense, comment on fait un teaser de court-métrage? C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme, entre une femme d'abord, qui a un rendez-vous et qui va se retrouver dans une situation un petit peu incongrue avec la personne, l'homme avec qui elle avait rendez-vous. Voilà, j'en dis pas plus, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une femme, un homme et un bébé, et qu'il y a un rapport de force qui s'inverse, on va dire, et que c'est l'histoire d'une rencontre. Et que c'est une comédie. Une comédie, d'accord. Alors, donc, est-ce que c'est votre premier court-métrage? C'est mon 3e court-métrage. D'accord. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas réalisé. Et alors, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques petites spécialités dans votre direction d'acteur. Donc, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Des spécialités dans ma direction d'acteur, j'en sais rien. Non, je trouve que j'ai eu la chance de tourner avec de grands acteurs qui sont Romane Boringer et Patrick Chenet. Donc c'est une énorme chance, surtout vu les conditions dans lesquelles on a tourné. En fait, on avait très peu de temps, mais comme souvent dans les courts-métrages, j'avais que 3 jours de tournage, dont 2 jours en intérieur avec l'ascenseur. L'essentiel du film se passe dans une cage d'escalier, dans un ascenseur. Et donc il y avait une première difficulté qui était qu'on avait un décor très exigu. Pour tourner, c'était compliqué. La deuxième difficulté, c'est que Patrick Chenet jouait au théâtre le soir et qu'il fallait le libérer à 17h30 quoi qu'il arrive. Et la troisième difficulté, c'était le bébé. Parce qu'un tout petit bébé de 7 mois, et au-delà du fait que c'est compliqué de tourner avec un bébé, en plus il y a une législation en France, et c'est très bien, sur le travail des enfants. Un bébé, on a le droit de le faire tourner qu'1 heure par jour. Voilà, donc moi j'avais besoin que le bébé s'endorme à un moment donné, qu'il pleure à un moment donné, je voulais surtout pas obligé de faire quoi que ce soit pour le faire pleurer, et il fallait que le reste du temps il soit plutôt calme et plutôt expressif. Donc on a eu une actrice principale, le petit bébé, une petite fille qui s'appelle Oriane, et puis on avait une doublure bébé et un faux bébé de cinéma. Voilà, on a dû se débrouiller avec tout ça pour avoir les plans dont on avait besoin. Alors du coup, j'imagine que c'est un peu compliqué de faire jouer un bébé. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour essayer de faire qu'elle adopte les émotions que vous vouliez qu'elle adopte? C'est compliqué, ça veut dire qu'il faut organiser le plan de travail en fonction du bébé. On ne fait pas jouer un bébé, c'est-à-dire qu'on va capter des moments de réaction du bébé qui sont des moments dont on a besoin dans le film. Donc à un moment donné, j'avais besoin qu'elle s'endorme, alors on a tourné le plan où il fallait qu'elle s'endorme, après qu'elle ait pris son biberon, et après que son papa soit allé la promener un petit peu dans le landau. Donc on a vraiment organisé le plan de travail autour du bébé pour que nous, on s'adapte à son rythme et pas l'inverse. Voilà, après on a eu une chance incroyable, elle était magique cette petite. Des bébés comme ça. Un bébé extraordinaire, c'était un gros moment de grâce. Elle s'est endormie quand il fallait qu'elle s'endorme, elle s'est réveillée à un moment donné, elle était super expressive, hyper intéressée par ce qui se passait autour. Et peut-être que ça lui donnera des idées, qu'elle deviendra actrice. Peut-être qu'on a déclenché une vocation, j'en sais rien, mais ouais, on a eu beaucoup de chance. Alors vous avez aussi donc tourné avec Romane Boringer et Patrick Chenet. Comment est-ce que vous avez réussi à démarcher ces acteurs pour qu'ils viennent jouer dans votre film? Parce que comme vous l'avez dit, ils ont des emplois du temps serrés, ils tournent souvent dans des longs métrages. Oui, alors en fait au départ j'avais écrit le scénario pour un appel d'offres de Canal+, qui s'appelle la collection Canal+, et qui à l'époque était écrite pour des familles d'acteurs. Donc il y avait les frères Astier, les frères Elmaleh, Hippolyte
David Girardot et sa fille, et Roman et Richard Bohringer. Donc au départ, j'avais écrit le scénario pour la famille Bohringer. Le film a fait partie des trois, le scénario, c'était un scénario à l'époque, a fait partie des 3 scénarios présélectionnés par Canal+, qui sont remontés à la famille Bohringer. Donc ça a fait un mini scandale à l'époque parce que le projet qui avait été retenu était le projet de Lou Bohringer, qui est donc la fille de Richard et la sœur de Roman. Bref. Et quelques semaines plus tard, Roman m'a appelé pour me dire voilà, j'attendais que cette histoire se tasse un peu. J'ai beaucoup aimé votre scénario. Je ne sais pas si vous avez toujours l'intention de faire le film en dehors de la collection, mais si vous le faites, j'aimerais beaucoup jouer dedans. Donc j'ai dit mais oui bien sûr, moi j'avais écrit pour elle. Donc, et puis du coup j'avais plus cette obligation de tourner avec Richard Bohringer que j'aime beaucoup, mais ça m'arrangeait qu'il n'y ait pas de lien de famille entre mes 2 acteurs. Donc on a envoyé le scénario à l'agent de Patrick Chenet qui lui a transmis. Voilà, Patrick l'a lu, il a rappelé très vite. Voilà. Alors du coup, est-ce que ça aide la visibilité d'un court-métrage Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ah, faut que vous alliez... Ah d'accord. Ah oui, je peux répondre à une dernière question peut-être. Oui, je voulais savoir donc du coup si ça a aidé à la diffusion d'un film, le fait d'avoir des acteurs connus. Non, pas en court-métrage. Heureusement, hein, c'est encore un espace où on n'est pas trop contraint par ça. Moi, j'avais un préachat de France 3 sur mon scénario avant le tournage, avant d'avoir le casting. Donc, non, en tout cas, ça n'a pas de lien avec la diffusion télé. Et après, pour les festivals, je pense pas non plus. Je pense que le court-métrage, c'est encore et heureusement, pour que ça dure, un endroit où on peut faire exister des films sans être obligé d'avoir des acteurs connus. C'est très bien. Et alors, juste la dernière question, est-ce que vous pensez à passer au long comme beaucoup de réalisateurs de courts? Oui, j'ai un projet de long métrage là, en ce moment. D'accord. Financé. Merci beaucoup pour votre interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous êtes donc acteur et doubleur. On vous a notamment vu dans Plus belle la vie. Et si on vous écoute parler, on reconnaît la voix de notre célèbre Patrick Jane sur Mentaliste, donc dans le Mentaliste. Donc tout d'abord, je me demandais comment est-ce que vous aviez commencé le doublage? Alors, d'une manière assez naturelle, quand je suis arrivé à Paris après mon bac, voilà, c'était important quand même pour les parents. J'ai tout de suite fait du théâtre, et puis en faisant du théâtre, j'ai rencontré des gens qui faisaient du doublage, chose que je ne connaissais pas du tout moi. Et puis voilà, ils m'ont présenté à des directeurs de plateau, on appelle ça comme ça, des metteurs en scène de doublage, dans des studios. Et puis j'ai fait des essais, et puis ça a commencé comme ça. Bon, c'était une époque assez spéciale, c'était une époque lointaine, parce que je suis très vieux, où il n'y avait que 3 chaînes. C'était avant 84, l'apparition de Canal+, donc on avait le temps. On avait le temps de se former, de préparer les choses, etc. Et donc pour moi, c'était vraiment la période la meilleure pour apprendre cette partie-là du boulot, et puis rentrer dans le circuit, rencontrer des gens, etc. Je peux demander aussi, donc là on vous entend, on reconnaît directement la voix de Patrick Jane, mais est-ce que pour vos différents personnages que vous incarnez, des fois vous modifiez votre voix? En doublage oui et non. Ça, je ne sais pas très bien faire ça, modifier ma voix. Je le fais quelquefois pour des dessins animés, mais très peu. Mais sinon, non. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de bien observer ce que fait le comédien étranger à l'image et d'être dans ce que j'appelle moi la même énergie que lui. Je cherche à respirer comme lui, à parler comme lui, à avoir le même rythme que lui. Et ma voix, du coup, elle peut moduler un petit peu. Elle est un petit peu plus grave, elle est un petit peu plus aiguë. Mais voilà, quand je fais Ratatouille, par exemple, le petit cuisinier, qui a quand même 17 ans, je l'ai doublé, j'en avais pas loin de 50. Bon, c'est aberrant, mais en même temps, voilà, j'ai cherché à avoir le même état d'esprit que ce type-là, et du coup, ma voix, elle partait un petit peu dans les aigus, et puis ça colle. Patrick Jane, il est tranquille, là, c'est ma voix à moi. Je suis dans sa manière de respirer, tranquille, de l'humour, etc. C'est plus une recherche comme ça que de transformer une voix. Alors, maintenant je vais vous parler d'une chose donc en rapport avec le théâtre et votre métier d'acteur. Est-ce qu'il y a de grandes différences donc, entre le doublage et l'actoring? Il n'y a aucune différence. En fait, il ne faut pas faire de différence. Un acteur, c'est un acteur. Il va faire du cinéma, de la télé, du théâtre, de la pub, et puis il va faire aussi des documentaires, et puis il va faire du doublage, et puis voilà, il y a plein de choses. L'important, c'est de jouer. En fait, nous, notre boulot à nous comédiens, c'est de jouer. Après, les techniques sont différentes. Le doublage, effectivement, il faut se mettre au service de quelqu'un qui existe déjà. Il faut se mettre soi un petit peu en arrière.
Au théâtre, il faut se mettre vraiment devant. Au cinéma, on est beaucoup au service de la technique quand même, beaucoup, parce que ça va de plus en plus vite. Mais c'est la même chose. C'est vrai que c'est très compliqué de faire du doublage parce qu'on a un micro qui est là, l'image est là-bas, le texte est là. Donc il y a tout un truc comme ça très bizarre. Mais au cinéma, quand tu dois dire je t'aime à quelqu'un d'une manière très inspirée, en faisant très attention parce qu'il y a un travelling qui est là, il y a une caméra qui est là, un projecteur et 25 personnes autour, il faut oublier tout ça et c'est une autre technique. Mais c'est le même métier, c'est le jeu. Avant tout, c'est le jeu. Donc vous êtes en ce moment sur les planches avec votre spectacle Bon anniversaire mon amour, que vous avez aussi coécrit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Bon anniversaire mon amour, c'est ma 3e pièce de théâtre. C'est la première que j'écris avec Corinne Yaffil, donc ma co-auteure. Et puis j'avais vraiment envie d'écrire pour Cécilie Ornus, l'autre comédienne donc, que j'ai rencontrée sur Plus belle la vie. Et moi, parce qu'on s'était très bien entendu sur Plus belle la vie, on faisait couple aussi, on avait beaucoup bossé pour essayer de rendre crédible ce couple, cette famille, Marcy. Et du coup, ça m'intéressait vraiment de prolonger l'histoire et voilà, de continuer de faire comme si le couple Marcy avait vécu 15 ans et puis qu'ils se retrouvaient, etc. Ça, c'était passionnant. Et on voulait faire un truc sur le couple. Il y a eu énormément de pièces sur le couple. Nous, on voulait faire quelque chose d'un peu différent, quelque chose de très proche des gens. Une écriture de proximité où tout le monde pouvait se reconnaître. Et on a des réactions dans la salle incroyables. Parce que les gens viennent en couple et alors c'est « Eh dis donc, c'est tout à fait toi ça !» Et le monsieur fait « Non, pas du tout. » C'est du délire, c'est du délire. Donc ça, c'est une expérience extraordinaire par rapport au tournage, par rapport au doublage. Parce que là, évidemment, le contact est direct avec le public, c'est vivant. Et la base de notre métier, c'est ça. C'est quand même un spectacle vivant. Après, il y a tout le reste. Mais c'est une aventure exceptionnelle. D'accord. Et donc vous avez déjà fait donc l'édition du Festival d'Avignon 2013 et 2014. Est-ce que vous comptez faire aussi celle de 2015 ? Alors a priori non, on va s'arrêter là. C'est vraiment pour des questions uniquement, je dirais, économiques, dans le sens où faire 2 ans à Avignon, c'était bien pour nous, pour que les acheteurs éventuels, parce que c'est pour ça qu'on fait Avignon, c'est pour que le spectacle après parte en tournée. Et on pense qu'en 2 ans, on a fait le plein. Donc là, on est en tournée pendant 2 ans encore, jusqu'en juin 2016. Et donc, on ne fera pas Avignon cette année avec cette pièce-là. On vient de terminer une nouvelle pièce qu'on espère mettre en production vite et revenir surtout ici à Fréjus, aux Nuits Auréliennes, où on a joué cet été et où c'était extraordinaire. Et j'aimerais bien qu'on vienne jouer la nouvelle ici. D'accord. Alors maintenant, je vais vous parler de votre rôle en tant que membre du jury donc, dans ce 18e festival de Fréjus. Donc, je voulais savoir sur quels critères vous évaluez les courts-métrages qui vous sont présentés. Moi, j'ai envie de dire que je veux rester spectateur. Et de toute façon, dans ma vie, j'essaie de rester lecteur, spectateur, auditeur. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie qu'on me touche. J'aime bien voir des expos de peinture ou d'art moderne ou d'art contemporain, etc. Il y a des choses, si tu vois un tableau avec un trait, un machin, ou un tableau tout bleu ou un tableau tout noir, tu dis oui, bon, mais c'est pas grave ça. L'important c'est qu'on reçoive une émotion tout de suite. Et j'ai envie de dire là, c'est ce que j'attends. Les 12 courts-métrages qu'on va voir, j'attends des émotions, j'attends une surprise, j'attends... Voilà, une envie, quelque chose comme ça, une curiosité. Moi, je fonctionne beaucoup avec la curiosité. Alors après, voilà, si j'hésite entre deux pour après donner des prix, ce qui pour moi est quand même le moins important de la chose, après je m'attaquerai à des choses plus techniques, éventuelles. Mais d'abord, je veux une émotion. D'accord. Et la dernière question. Donc, vous parlez d'émotion, donc est-ce que c'est pour vous l'émotion qui fait un bon court-métrage ou est-ce que... d'autres choses entrent en jeu? D'abord, c'est l'émotion. D'abord, est-ce que je m'intéresse à l'histoire, donc l'écriture du scénario? Est-ce que je m'intéresse aux personnages, donc le jeu des acteurs, donc la direction de tout ça, le metteur en scène? Et puis après, voilà, j'ai aussi envie d'avoir un cadrage un peu original, j'ai envie d'avoir des belles images, une belle lumière, des beaux décors si possible, etc. Mais l'émotion d'abord. C'est la technique au service de l'émotion. Oui, normalement c'est ça. Ça devrait être ça tout le temps. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. On est à une époque maintenant où économiquement, les productions ont besoin de faire de plus en plus vite pour que ça coûte de moins en moins cher.
Or, faire vite et pas cher, c'est très difficile. Du coup, on a quelquefois des choses un peu à la télé et au cinéma qui sont pas terribles parce que le scénario est certainement très bon, les comédiens aussi, mais ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite. Et est-ce que vous auriez envie, à un moment, peut-être de réaliser un court-métrage ? Ce n'est pas déjà fait. C'est pas fait, mais oui. Alors, je réalise des tout petites choses pour Internet, des choses un peu rigolotes, un truc que j'ai appelé Pratique la vie, où c'est des conseils absolument stupides pour que les gens fassent des choses complètement stupides. Donc voilà, j'écris et je réalise avec un ami des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, on vient d'écrire un scénario avec Corinne Yaffine, ma co-auteure, et ça, si ça se fait, c'est moi qui le réaliserai. Alors bonjour Alexis Michalik, Bonjour. vous êtes le réalisateur donc, du court-métrage qui s'appelle Au sol. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Oui, je peux vous dire que c'est un court-métrage qui parle d'une jeune hôtesse qui se réveille le matin et qui est un peu dans son train-train quotidien, un peu dans sa routine. Elle se réveille, elle va à son travail, on la suit comme ça, aller à son travail, je vous l'explique, je vous le raconte un peu, je vous le fais vivre. Et elle va à son travail, elle prend son bus, puis un autre bus, on découvre donc qu'elle est hôtesse pour Air France. Elle arrive à l'aéroport et là elle va tomber sur une passagère en fait, qu'elle va regarder de loin et qui va se retrouver face à une autre hôtesse un peu plus revêche, un peu plus stricte, qui est un peu plus âgée aussi. Et le problème c'est que cette passagère, elle voudrait aller prendre son avion pour aller enterrer sa mère. C'est important, mais elle a un bébé en bas âge et elle a oublié le livret de famille. Donc l'hôtesse lui dit bah non c'est pas possible, sans livret de famille vous pouvez pas prendre l'avion. Non mais essayez de comprendre, je vais enterrer ma mère, etc. Mais elle veut rien faire, rien entendre. Donc elle se dit bon bah c'est pas grave, elle est avec son mec, donc elle lui file le bébé, elle lui dit écoute je vais prendre le bébé avec moi, je vais chercher le livret de famille, toi prends l'avion, va t'occuper de mon père, c'est ma connerie. Donc elle retourne chercher son livret de famille en panique, elle tombe dans les embouteillages, elle revient pour reprendre l'avion d'après. Et au moment où elle arrive, on lui dit, elle tombe sur cette jeune hôtesse qu'on a vue au début qui lui dit désolé, votre réservation a disparu, vous étiez en surbooking, votre réservation a surbooké. Suspense, va-t-elle réussir à prendre son avion ? Eh bien c'est le sujet d'Au sol d'Alexis Michalik, un film que vous pouvez voir à 19h à Fréjus. Voilà, exactement. Alors j'ai des petites questions. On a bien compris l'histoire, mais qu'est-ce que vous avez réellement essayé de faire passer dans ce court-métrage ? Ce que j'ai réellement essayé de faire passer dans ce court-métrage, si vous me permettez de reprendre les termes de votre question, c'est en fait le combat de cette jeune hôtesse qui petit à petit va tout faire pour aider cette passagère qu'elle ne connaît pas. Mais par solidarité ou parce qu'elle a simplement envie de dépasser le simple cadre de sa fonction, elle va en sortir et elle va, au cours de ce combat, se politiser. Et par là même, j'ai presque envie de dire, s'humaniser. Elle va s'humaniser. Donc qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'une jeune personne qui va s'humaniser pour aller aider une autre personne en détresse et en difficulté. En fait, c'est un petit peu en filigrane ce que je raconte, c'est que derrière toute administration, il y a un humain. Il y a un humain et chaque humain va composer cette administration, chaque humain va être un petit rouage qui va finir par composer une énorme machine. Il se trouve que là, en l'occurrence, c'est l'aéroport, mais ça pourrait être n'importe quelle autre administration, la mairie, la poste. On s'est tous retrouvés dans cette situation où on est face à quelqu'un, face à un guichet, et la personne nous dit non, c'est pas possible. Et on aurait juste envie que la personne, à un moment, oublie le cadre de sa fonction et dise bah, très bien, je vais vous aider. C'est ce qui se passe dans Au sol. C'est un peu une plainte contre la poste, parce que vous en avez marre d'attendre pendant 3 heures votre colis. La poste, prendre son avion, aller aux acédiques, qui n'a pas eu un jour affaire à une administration un peu rigide. Voilà. Exactement. Pas une plainte, mais c'est un témoignage. D'accord. Alors, vous êtes aussi acteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours professionnel ? Pour raconter un peu en quelque sorte mon CV. Voilà. Et ben pour ça, il faudra aller sur www.alexiemichalik.com. Tout simplement, voilà, vous verrez tout, vous saurez tout ce que j'ai fait. J'ai joué au théâtre, j'ai monté des spectacles, j'ai écrit des pièces, j'ai joué dans des séries qui se jouent actuellement, des pièces qui se jouent actuellement aussi. J'ai fait plein de choses, mais... Et au niveau des courts-métrages, est-ce que c'est votre premier ? C'est mon premier court-métrage. C'est votre premier ? Tout à fait. J'espère en faire un deuxième et peut-être pas un troisième. J'en ai déjà fait un deuxième. Déjà. Déjà fait, donc voilà. Vous allez aussi lancer dans les festivals ?
Tout à fait. Tout à fait. Et l'idée maintenant, ce serait éventuellement de faire Un long, comme tout réalisateur de momoter cours, les mots de la bouche. Voilà, Et- tout à fait. en espérant que vous allez y arriver. Mais j'espère aussi, Voilà. de tout cœur. Bah, merci pour cette interview. Merci pour ce moment, j'ai envie de dire. Merci pour ce moment. À très bientôt, Fréjus.